Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit et de nouvelles aventures littéraires. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Ce soir, nous allons découvrir, ou pour certains redécouvrir, ensemble certaines des plus belles phrases de la littérature française, puisque nous allons continuer la lecture du Temps retrouvé de Marcel Proust. Donc le Temps retrouvé, c'est le dernier tome d'À la recherche du temps perdu, qui comprend 7 tomes. Donc nous sommes toujours dans le thème de la Première Guerre mondiale en littérature, puisque le roman nous dépeint en toile de fond le Paris de l'arrière, un Paris qui s'est adapté à la guerre, où l'esprit patriotique domine, un Paris qui vit la nuit au rythme des alertes. Par exemple, à un moment, tous les Parisiens vont se réfugier dans le métro, toute classe sociale confondue. C'est un moment assez insolite. Et la guerre entre directement en lien avec la vie de l'auteur, puisque par exemple, on l'a vu dans la dernière lecture, dans la lettre de Gilberte au narrateur, les bombardements détruiront tous les lieux de son enfance, notamment l'église de Combray. Mais le thème principal, même si bien sûr la guerre et le tableau de la Première Guerre mondiale est très important dans l'œuvre, c'est plutôt la vocation de Proust pour la création artistique. On le verra un peu plus tard dans le roman. Le narrateur va découvrir le sens de la vie dans l'art et la littérature. Et c'est à travers la mémoire involontaire, ces réminiscences qui sont proches de l'extase, et qu'on connaît tous sous le terme de la Madeleine de Proust. Le narrateur découvre alors que l'œuvre d'art est seule capable d'abolir les limites imposées par le temps. Pour l'instant, on va continuer la lecture et on se replonge tout de suite dans le Paris de 1916, dans le Paris mondain, un monde dont la reine est Madame Verdurin. N'oubliez pas qu'au long de l'émission, vous pouvez réagir sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag VBN. Je serai ravie de lire vos petits mots et de vous répondre. Un peu avant la guerre, de petites chroniques, transparentes pour ceux qu'on appelait les initiés, avaient commencé à faire le plus grand tort à Monsieur de Charlus. De l'une intitulée « Les mésaventures d'une douairière en us », les vieux jours de la baronne. Madame Verdurin avait acheté 50 exemplaires pour pouvoir la prêter à ses connaissances. Et Monsieur Verdurin, déclarant que Voltaire même n'écrivait pas mieux, en donnait lecture à haute voix. Depuis la guerre, le ton avait changé. L'inversion du baron n'était pas seule dénoncée, mais aussi sa prétendue nationalité germanique. Frau Bosch, Frau van den Bosch étaient les surnoms habituels de Monsieur de Charlus. Un morceau d'un caractère poétique avait ce titre emprunté à certains airs de danse dans Beethoven. Une Allemande, enfin de nouvelles, oncle d'Amérique et tante de Francfort, et gaillard d'arrière, lu en épreuve dans le petit clan, avait fait la joie de Brichot lui-même qui s'était écrié « Pourvu que très haute et très puissante dame Anastasie ne nous caviarde pas ». Les articles eux-mêmes étaient plus fins que ces titres ridicules. Leur style dérivait de Bergotte, mais d'une façon à laquelle, seule peut-être, j'étais sensible. Et voici pourquoi. Les écrits de Bergotte n'avaient nullement influencé sur Morel. La fécondation s'était faite d'une façon toute particulière et si rare que c'est à cause de cela seulement que je la rapporte ici. J'ai indiqué en son temps la manière si spéciale que Bergotte avait, quand il parlait, de choisir ses mots, de les prononcer. Morel, qu'il avait longtemps rencontré chez les Saint-Loup, avait fait de lui alors des imitations, où il contrefaisait parfaitement sa voix, usant des mêmes mots qu'il eût pris. Or maintenant, Morel, pour écrire, transcrivait des conversations à la Bergotte, mais sans leur faire subir cette transposition qui en eût fait du Bergotte écrit. Peu de personnes ayant causé avec Bergotte, on ne reconnaissait pas le ton qui différait du style. Cette fécondation orale est si rare que j'ai voulu la citer ici. Elle ne produit d'ailleurs que des fleurs stériles. Morel, qui était au bureau de la presse, trouvait d'ailleurs son sang français bouillant dans ses veines comme le jus des raisins de Combray, que c'était peu de chose que d'être dans un bureau pendant la guerre, et il finit par s'engager.
bien que Madame Verdurin fit tout ce qu'elle put pour lui persuader de rester à Paris. Certes, elle était indignée que Monsieur de Cambremer, à son âge, fût dans un état-major. Elle qui, de tout homme qui n'allait pas chez elle, disait « Où est-ce qu'il a encore trouvé le moyen de se cacher, celui-là » Et si on affirmait que celui-là était en première ligne depuis le premier jour, répondait sans scrupule de mentir ou peut-être par habitude de se tromper. Mais pas du tout, il n'a pas bougé de Paris, il fait quelque chose d'à peu près aussi dangereux que de promener un ministre. C'est moi qui vous le dis, je vous en réponds. Je le sais par quelqu'un qui l'a vu. Mais pour les fidèles, ce n'était pas la même chose. Elle ne voulait pas les laisser partir, considérant la guerre comme une grande ennuyeuse qui les faisait lâcher. Aussi faisait-elle toutes les démarches pour qu'ils restassent, ce qui lui donnerait le doux plaisir de les avoir à dîner et, quand ils n'étaient pas encore arrivés ou déjà partis, de flétrir leur inaction. Encore fallait-il que le fidèle se prêtât à cette embuscade et elle était désolée de voir Morel s'y montrer récalcitrant. Aussi lui avait-elle dit longtemps et vainement « Mais si, vous servez dans ce bureau, et plus qu'au front. Ce qu'il faut, c'est être utile, faire vraiment partie de la guerre, en être. Il y a ceux qui en sont, et les embusquer. Eh bien, vous en êtes, et soyez tranquille, tout le monde le sait, personne ne vous jette la pierre. » Tel, dans des circonstances différentes, quand pourtant les hommes n'étaient pas aussi rares et qu'elle n'était pas obligée comme maintenant d'avoir surtout des femmes, si l'un d'eux perdait sa mère, elle n'hésitait pas à lui persuader qu'il pouvait sans inconvénient continuer à venir à ses réceptions. « Le chagrin se porte dans le cœur. Vous voudriez aller au bal ?» Elle n'en donnait pas. « Je serais la première à vous le déconseiller, mais ici, à mes petits mercredis ou dans une baignoire, personne ne s'en étonnera. On le sait bien que vous avez du chagrin. » Maintenant, les hommes étaient plus rares, les deuils plus fréquents. Inutile même à les empêcher d'aller dans le monde, la guerre suffisant. Madame Verdurin se raccrochait aux restants. Elle voulait leur persuader qu'ils étaient plus utiles à la France en restant à Paris, comme elle leur eût assuré autrefois que le défunt eût été plus heureux de les voir se distraire. Malgré tout, elle avait peu d'hommes. Peut-être regrettait-elle parfois d'avoir consommé avec M. de Charlus une rupture sur laquelle il n'y avait plus à revenir. Mais si M. de Charlus et Mme Verdurin ne se fréquentaient plus, ils n'en continuaient pas moins. Mme Verdurin à recevoir, M. de Charlus à aller à ses plaisirs, comme si rien n'avait changé, avec quelques petites différences sans grande importance. Par exemple, chez Mme Verdurin, Cottard assistait maintenant aux réceptions dans un uniforme de colonel de l'île du Rêve, assez semblable à celui d'un amiral haïtien et sur le drap duquel un large ruban bleu ciel rappelait celui des enfants de Marie. M. de Charlus, se trouvant dans une ville d'où les hommes déjà faits, qui avaient été jusqu'ici son goût, avaient disparu, faisait comme certains Français, amateurs de femmes en France et vivant aux colonies. Il avait par nécessité d'abord pris l'habitude et ensuite le goût des petits garçons. Encore, le premier de ces traits caractéristiques s'efface-t-il assez vite car Cottard mourut bientôt face à l'ennemi, dirent les journaux, bien qu'il n'eût pas quitté Paris. Et ce fut en effet surmené pour son âge, suivi bientôt par Monsieur Verdurin, dont la mort chagrina une seule personne qui fut, le croirait-on, Elstir. J'avais pu étudier son œuvre à un point de vue en quelque sorte absolu. Mais lui, surtout au fur et à mesure qu'il vieillissait, la reliait superstitieusement à la société qui avait fourni ses modèles. Et après s'être ainsi, par l'alchimie des impressions, transformé chez lui en œuvre d'art, lui avait donné son public, ses spectateurs. De plus en plus enclin à croire matérialistement qu'une part notable de la beauté réside dans les choses, ainsi que, pour commencer, il avait adoré en Madame Elstir le type de beauté un peu lourde qu'il avait poursuivi, caressé dans ses peintures, dans ses tapisseries, il voyait disparaître avec M. Verdurin un des derniers vestiges du cadre social, du cadre périssable, aussi vite caduc que les modes vestimentaires elles-mêmes qui en font partie, qui soutient un art, certifie son authenticité, comme la Révolution en détruisant les élégances du XVIIIe siècle aurait pu désoler un peintre de fête galante, ou affliger Renoir la disparition de Montmartre et du moulin de la Galette. Mais surtout, en M. Verdurin, il voyait disparaître les yeux, le cerveau, qui avait eu de sa peinture la vision la plus juste, où cette peinture, à l'état de souvenir aimé, résidait en quelque sorte. Sans doute, des jeunes gens avaient surgi qui aimaient aussi la peinture, mais une autre peinture, et qui n'avaient pas, comme Swann, comme M. Verdurin, reçu des leçons de goût de Whistler, des leçons de vérité de Monet,
leur permettant de juger Elstir avec justice. Aussi, celui-ci se sentait-il plus seul à la mort de M. Verdurin, avec lequel il était pourtant brouillé depuis tant d'années, et ce fut pour lui comme un peu de la beauté de son œuvre qui s'éclipsait avec un peu de ce qui existait dans l'univers de conscience de cette beauté. Quant au changement qui avait affecté les plaisirs de M. de Charlus, il resta intermittent. Entretenant une nombreuse correspondance avec le front, il ne manquait pas de permissionnaires à ses murs. En somme, d'une manière générale, Madame Verdurin continuait à recevoir et M. de Charlus à aller à ses plaisirs comme si rien n'avait changé. Et pourtant, depuis 2 ans, l'immense être humain appelé France, et dont même au point de vue purement matériel, on ne ressent la beauté colossale que si on aperçoit la cohésion de millions d'individus qui, comme des cellules aux formes variées, remplissent comme autant de petits polygones intérieurs jusqu'au bord extrême de son périmètre. Et si on le voit à l'échelle ou un infusoire, une cellule verrait un corps humain, c'est-à-dire grand comme le Mont Blanc, s'était affronté en une gigantesque querelle collective avec cet autre immense conglomérat d'individus qui est l'Allemagne. Au temps où je croyais ce qu'on disait, j'aurais été tentée, en entendant l'Allemagne, puis la Bulgarie, puis la Grèce, protester de leurs intentions pacifiques, d'y ajouter foi. Mais depuis que la vie avec Albertine et avec Françoise m'avait habituée à soupçonner chez elle des pensées, des projets qu'elle n'exprimait pas, je ne laissais aucune parole, juste en apparence, de Guillaume II, de Ferdinand de Bulgarie, de Constantin de Grèce, tromper mon instinct, qui devinait ce que machinait chacun d'eux. Et sans doute mes querelles avec Françoise, avec Albertine, n'avaient été que des querelles particulières, n'intéressant que la vie de cette petite cellule spirituelle qu'est un être. Mais de même qu'il est des corps d'animaux, des corps humains, c'est-à-dire des assemblages de cellules dont chacun par rapport à une seule est grand comme le Mont Blanc, de même il existe d'énormes entassements organisés d'individus qu'on appelle nations. Leur vie ne fait que répéter en l'amplifiant la vie des cellules composantes, et qui n'est pas capable de comprendre le mystère, les réactions, les lois de celles-ci, ne prononcera que des mots vides quand il parlera de lutte entre nations. Mais s'il est maître de la psychologie des individus, alors ces masses colossales d'individus conglomérés s'affrontant l'une l'autre prendront à ses yeux une beauté plus puissante que la lutte naissant seulement du conflit de 2 caractères. Et il les verra à l'échelle où verrait le corps d'un homme de haute taille des infusoires dont il faudrait plus de 10 000 pour remplir un cube d'1 millimètre de côté. Telle, depuis quelque temps, la grande figure France remplie jusqu'à son périmètre de millions de petits polygones aux formes variées, et la figure, remplie d'encore plus de polygones, Allemagne, avait entre elles 2 de ces querelles. Ainsi, à ce point de vue, le corps l'Allemagne et le corps France et les corps alliés et ennemis se comportaient-ils dans une certaine mesure comme des individus. Mais les coups qu'ils échangeaient avaient réglé par cette boxe innombrable dont Saint-Loup m'avait exposé les principes. Et parce que, même en les considérant du point de vue des individus, ils étaient de géants assemblages, la querelle prenait des formes immenses et magnifiques, comme le soulèvement d'un océan aux millions de vagues qui essaient de rompre une ligne séculaire de falaises, comme des glaciers gigantesques qui tentent, dans leurs oscillations lentes et destructrices, de briser le cadre de montagnes où ils sont circonscrits. Malgré cela, la vie continuait presque semblable pour bien des personnes qui ont figuré dans ce récit, et notamment pour M. de Charlus et pour les Verdurin, comme si les Allemands n'avaient pas été aussi près d'eux, la permanence menaçante, bien qu'actuellement enrayée d'un péril nous laissant entièrement indifférents si nous ne le représentons pas. Les gens vont d'habitude à leur plaisir sans penser jamais que, si les influences étiolantes et modératrices venaient à cesser, la prolifération des infusoires atteignant son maximum, c'est-à-dire faisant en quelques jours un bond de plusieurs millions de lieues, passerait d'1 millimètre cube à une masse 1 million de fois plus grande que le Soleil, ayant en même temps détruit tout l'oxygène, toutes les substances dont nous vivons, et qu'il n'y aurait plus ni humanité, ni animaux, ni terre, ou sans songer qu'une irrémédiable et fort vraisemblance catastrophe pourra être déterminée dans l'éther par l'activité incessante et frénétique que cache l'apparente immutabilité du Soleil. Ils s'occupent de leurs affaires sans penser à ces 2 mondes, l'un trop petit, l'autre trop grand, pour qu'ils aperçoivent les menaces cosmiques qu'ils font planer autour de nous.
Tels les Verdurin donnaient des dîners. Puis bientôt Madame Verdurin seule, car Monsieur Verdurin mourut à quelque temps de là. Et Monsieur de Charlus allait à ses plaisirs, sans guère songer que les Allemands fussent, immobilisés il est vrai par une sanglante barrière toujours renouvelée, à 1 heure d'automobile de Paris. Les Verdurin y pensaient pourtant, dira-t-on, puisqu'ils avaient un salon politique où on discutait chaque soir de la situation, non seulement des armées mais des flottes. Ils pensaient en effet à ces hécatombes de régiments anéantis, de passagers engloutis. Mais une opération inverse multiplie à tel point ce qui concerne notre bien-être et divise par un chiffre tellement formidable ce qui ne le concerne pas, que la mort de millions d'inconnus nous chatouille à peine et presque moins désagréablement qu'un courant d'air. Madame Verdurin, souffrant pour ses migraines de ne plus avoir de croissant à tremper dans son café au lait, avait fini par obtenir de Cottard une ordonnance qui lui permit de s'en faire dans certains restaurants dont nous avons parlé. Cela avait été presque aussi difficile à obtenir des pouvoirs publics que la nomination d'un général. Elle reprit son premier croissant le matin où les journaux narraient le naufrage du Lusitania. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il pût se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies !» Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant, la bouche pleine, ces réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amené là probablement par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction. Quant à Monsieur de Charlus, son cas était un peu différent. Mais pire encore, car il allait plus loin de ne pas souhaiter passionnément la victoire de la France. Il souhaitait plutôt, sans se l'avouer, que l'Allemagne, sinon triompha, du moins ne fut pas écrasée comme tout le monde le souhaitait. La cause en était que dans ces querelles, les grands ensembles d'individus appelés nations se comportent eux-mêmes dans une certaine mesure comme des individus. La logique qui les conduit est toute intérieure et perpétuellement refondue par la passion, comme celle des gens affrontés dans une querelle amoureuse ou domestique, comme la querelle d'un fils avec son père, d'une cuisinière avec sa patronne, d'une femme avec son mari. Celle qui a tort croit cependant avoir raison, comme c'était le cas pour l'Allemagne, et celle qui a raison donne parfois de son bon droit des arguments qui ne lui paraissent irréfutables que parce qu'ils répondent à sa passion. Dans ces querelles d'individus, pour être convaincu du bon droit de n'importe laquelle des parties, le plus sûr est d'être cette partie-là. Un spectateur ne l'approuvera jamais aussi complètement. Or, dans les nations, l'individu, s'il fait vraiment partie de la nation, n'est qu'une cellule de l'individu-nation. Le bourrage de crâne est un mot vide de sens. Eût-on dit aux Français qu'ils allaient être battus, qu'aucun Français ne se fût plus désespéré que si on lui avait dit qu'il allait être tué par les Bertha. Le véritable bourrage de crâne, on se le fait à soi-même par l'espérance, qui est une forme de l'instinct de conservation d'une nation, si l'on est vraiment membre vivant de cette nation. Pour rester aveugle sur ce qu'on a d'injuste la cause de l'individu Allemagne, pour reconnaître à tout instant ce qu'a de juste la cause de l'individu France, le plus sûr n'était pas pour un Allemand de n'avoir pas de jugement, pour un Français d'en avoir, le plus sûr pour l'un ou pour l'autre, c'était d'avoir du patriotisme. Monsieur de Charlus, qui avait de rares qualités morales, qui était accessible à la pitié, généreux, capable d'affection, de dévouement, en revanche, pour des raisons diverses, parmi lesquelles celle d'avoir eu une mère duchesse de Bavière pouvait jouer un rôle, n'avait pas de patriotisme. Il était par conséquent du corps France comme du corps Allemagne. Si j'avais été moi-même dénuée de patriotisme, au lieu de me sentir une des cellules du corps France, il me semble que ma façon de juger la querelle n'eût pas été la même qu'elle eût pu être autrefois. Dans mon adolescence, où je croyais exactement ce qu'on me disait, j'aurais sans doute, en entendant le gouvernement allemand protester de sa bonne foi, été tentée de ne pas la mettre en doute. Mais depuis longtemps, je savais que nos pensées ne s'accordent pas toujours avec nos paroles. Non seulement j'avais un jour, de la fenêtre de l'escalier, découvert un Charlus que je ne soupçonnais pas, mais surtout chez Françoise, puis hélas chez Albertine, j'avais vu des jugements, des projets se former, si contraires à leurs paroles, que je n'eusse, même simple spectateur, laissé aucune des paroles justes en apparence de l'empereur d'Allemagne,
du roi de Bulgarie, trompé mon instinct, qui eût deviné comme pour Albertine ce qu'il machinait en secret. Mais enfin, je ne peux que supposer ce que j'aurais fait si je n'avais pas été acteur, si je n'avais pas été une partie de l'acteur France, comme dans mes querelles avec Albertine, mon regard triste ou ma gorge oppressée était une partie de mon individu passionnément intéressé à ma cause, je ne pouvais arriver au détachement. Celui de M. de Charlus était complet. Or, dès lors qu'il n'était plus qu'un spectateur, tout devait le porter à être germanophile du moment que, n'étant pas véritablement français, il vivait en France. Il était très fin. Les sots sont en tout pays les plus nombreux. Nul doute que, vivant en Allemagne, les sots allemands défendant avec sottise et passion une cause injuste ne l'eussent irrité. Mais vivant en France, les sots français défendant avec sottise et passion une cause juste ne l'irritaient pas moins. La logique de la passion, fût-elle au service du meilleur droit, n'est jamais irréfutable pour celui qui n'est pas passionné. Monsieur de Charlus relevait avec finesse chaque faux raisonnement des patriotes. La satisfaction que cause à un imbécile son bon droit et la certitude du succès vous laissent particulièrement irrité. Monsieur de Charlus l'était par l'optimisme triomphant des gens qui ne connaissent pas comme lui l'Allemagne et sa force, qui croyait chaque mois à son écrasement pour le mois suivant, et au bout d'un an n'était pas moins assuré dans un nouveau pronostic, comme s'ils n'en avaient pas porté avec tout autant d'assurance d'aussi faux, mais qu'ils avaient oublié, disant, si on leur rappelait, que ce n'était pas la même chose. Or, M. de Charlus, qui avait certaines profondeurs dans l'esprit, n'eût peut-être pas compris en art le « ce n'est pas la même chose », opposé par les détracteurs de Manet à ceux qui disent « on a dit la même chose pour Delacroix ». Enfin, M. de Charlus était pitoyable. L'idée d'un vaincu lui faisait mal. Il était toujours pour le faible. Il ne lisait pas les chroniques judiciaires pour ne pas avoir à souffrir dans sa chair des angoisses du condamné et de l'impossibilité d'assassiner le juge, le bourreau, et la foule ravie de voir que justice est faite. Il est certain, en tout cas, que la France ne pouvait plus être vaincue. Et en revanche, il savait que les Allemands souffraient de la famine, seraient obligés un jour ou l'autre de se rendre à merci. Cette idée, elle aussi, lui était rendue plus désagréable par le fait qu'il vivait en France. Ses souvenirs de l'Allemagne étaient malgré tout lointains, tandis que les Français lui parlaient de l'écrasement de l'Allemagne avec une joie qui lui déplaisait. C'étaient des gens dont les défauts lui étaient connus, la figure antipathique. Dans ces cas-là, on plaint plus ceux qu'on ne connaît pas, ceux qu'on imagine, que ceux qui sont tout près de nous dans la vulgarité de la vie quotidienne. À moins alors d'être tout à fait cela, de ne faire qu'une chair avec eux. Le patriotisme fait ce miracle. On est pour son pays comme on est pour soi-même dans une querelle amoureuse. Aussi la guerre était-elle pour M. de Charlus une culture extraordinairement féconde de ces haines qui chez lui naissent en un instant, avait une durée très courte, mais pendant laquelle il se fut livré à toutes les violences. En lisant les journaux, l'air de triomphe des chroniqueurs présentant chaque jour l'Allemagne à bas, la bête aux abois, réduite à l'impuissance, alors que le contraire n'était que trop vrai, l'enivrait de rage par leurs sottises allègres et féroces. Les journaux étaient en partie rédigés à ce moment-là par des gens connus qui trouvaient là une manière de reprendre du service, par des Brichot, par des Norpois, par Morel même et Le Grandin. Monsieur de Charlus rêvait de les rencontrer, de les accabler des plus amers sarcasmes. Toujours particulièrement instruit des tares sexuelles, il les connaissait chez quelques-uns qui, pensant qu'elles étaient ignorées chez eux, se complaisaient à les dénoncer chez les souverains des empires de proie, chez Wagner. Il brûlait de se trouver face à face avec eux, de leur mettre le nez dans leurs propres vices devant tout le monde et de laisser ces insulteurs d'un vaincu, déshonoré et pantelant. Monsieur de Charlus, enfin, avait encore des raisons plus particulières d'être ce germanophile. L'une était comme du monde, il avait beaucoup vécu parmi les gens du monde, parmi les gens honorables, parmi les hommes d'honneur, les gens qui ne serreront pas la main à une fripouille, il connaissait leur délicatesse et leur dureté. Il les savait insensibles aux larmes d'un homme qu'ils font chasser d'un cercle ou avec qui ils refusent de se battre. Dût leur acte de propreté morale amener la mort de la mère de la brebis galeuse. Malgré lui,
Quelque admiration qu'il eut pour l'Angleterre, pour la façon admirable dont elle était entrée dans la guerre, cette Angleterre impeccable, incapable de mensonges, empêchant le blé et le lait d'entrer en Allemagne. C'était un peu cette nation d'hommes d'honneur, de témoins patentés, d'arbitres en affaires d'honneur. Tandis qu'il savait que des gens tarés, des fripouilles comme certains personnages de Dostoïevski, peuvent être meilleurs. Et je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il leur identifiait les Allemands, le mensonge et la ruse ne suffisant pas pour faire préjuger un bon cœur qu'il ne semble pas que les Allemands aient montré. Enfin, un dernier trait complétera cette germanophilie de Monsieur de Charlus. Il la devait, et par une réaction très bizarre, à son charlisme. Il trouvait les Allemands fort laids, peut-être parce qu'ils étaient un peu trop près de son sang. Ils étaient fous des Marocains, mais surtout des Anglo-Saxons, en qui ils voyaient comme des statues vivantes de Phidias. Or, chez lui, le plaisir n'allait pas sans une certaine idée cruelle dont je ne savais pas encore à ce moment-là toute la force. L'homme qu'il aimait lui apparaissait comme un délicieux bourreau. Il eût cru, en prenant parti contre les Allemands, agir comme il n'agissait que dans les heures de volupté, c'est-à-dire en sens contraire de sa nature pitoyable, c'est-à-dire enflammé pour le mal séduisant, et en écrasant la vertueuse laideur. Ce fut encore ainsi un moment du meurtre de Raspoutine, meurtre auquel on fut surpris d'ailleurs de trouver un si fort cachet de couleur russe dans un souper à la Dostoïevski. Impression qui eût été encore bien plus forte si le public n'avait pas ignoré tout cela, ce que savait parfaitement Monsieur de Charlus. Parce que la vie nous déçoit tellement que nous finissons par croire que la littérature n'a aucun rapport avec elle et que nous sommes stupéfaits de voir que les précieuses idées que les livres nous ont montrées s'étalent, sans peur de s'abîmer, gratuitement, naturellement, en pleine vie quotidienne. Et par exemple qu'un souper, un meurtre, événement russe, ont quelque chose de russe. Voilà, c'est sur ces mots que se termine cette lecture du temps retrouvé de Marcel Proust. C'était le dernier tome d'À la recherche du temps perdu et qui nous a dépeint le Paris de 1916, un Paris pendant la Première Guerre mondiale. C'était notre thème littéraire de la semaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette lecture avec moi. J'espère que vous avez passé un tout aussi excellent moment que moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit pour d'autres. Et puis en tout cas, je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures littéraires sur C8 dans Voyage au bout de la nuit. À bientôt.